Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'on va parler du meilleur de 2023, en tout cas en termes de lecture. Pour moi 2023 ça a vraiment été une très belle année de lecture, j'ai fait de belles découvertes, j'ai fait de belles relectures aussi. Alors en contrepartie j'ai eu pas mal de déceptions, peut-être un peu plus que les autres années, mais bon ça on en parlera dans une autre vidéo. Cette année j'ai lu à peu près 70 livres, ce qui est un chiffre constant depuis ces 2, 3 voire 4 dernières années. Et ce qui est toujours moins que ce que j'ai eu l'habitude de lire pendant longtemps. Mais je pense qu'il faut que je fasse le deuil de cette époque où je lisais entre 100 et 120 livres à l'année, puisque aujourd'hui je n'ai plus autant de temps et d'énergie à consacrer à la lecture malheureusement. Donc bon, 70 semble être le chiffre adapté à ma nouvelle vie, donc c'est comme ça, mais c'est déjà très bien, et surtout que voilà, j'ai quand même fait de très belles découvertes, donc c'est plutôt positif. Autre chose positive durant cette année, c'est que j'ai lu pour les 2/3, je dirais, des autrices. Et bon, alors c'est quelque chose que je voulais faire et que je continue à vouloir faire, c'est-à-dire toujours découvrir plus d'autrices connues ou beaucoup moins connues, aller essayer de fouiller, chercher des femmes oubliées dans le monde littéraire. Donc c'est ce que j'ai fait cette année, j'en suis très contente, et surtout je suis d'autant plus contente que ça a été quelque chose de plutôt naturel, de moins en moins. C'est une démarche que je fais de manière consciente et que je veux vraiment rechercher des femmes. Là, mes lectures se font comme ça naturellement, sans que j'aille réfléchir, donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, que je voulais atteindre, donc on continue comme ça en 2024. Également, cette année a été marquée par la lecture de beaucoup de nouvelles et de recueils de nouvelles, en tout cas beaucoup plus que par rapport aux autres années. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser, c'est juste que les nouvelles on a tendance à penser que c'est beaucoup plus simple parce que voilà, c'est plus court, on peut les enchaîner plus rapidement, mais je trouve que c'est quand même assez exigeant puisqu'à chaque fois on doit se remettre dans la peau de nouveaux personnages, dans un nouveau cadre spatio-temporel avec des nouveaux enjeux, etc. Donc c'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît, mais bon voilà, c'est un genre littéraire, les nouvelles que j'apprécie beaucoup, et effectivement j'en ai pas mal lu cette année. Également cette année, ça a été l'année où j'ai fait beaucoup de découvertes en termes d'auteurs et d'autrices, donc j'ai lu des auteurs et des autrices que je n'avais jamais lus auparavant. Je crois que la majorité de mes lectures cette année ont été vraiment composées de réelles découvertes, d'auteurs, d'autrices, même de pays que je n'avais jamais lus auparavant. Donc ça j'ai beaucoup apprécié, c'est quelque chose que je veux poursuivre pour l'année prochaine. D'ailleurs, il y aura une vidéo sur la chaîne dans laquelle je vais parler justement des auteurs et des autrices que j'ai adoré découvrir cette année. Il y en a pas mal, vous verrez. Donc voilà, là je suis très contente et c'est quelque chose que je souhaite poursuivre en 2024. Alors après ce court bilan, on va passer aux meilleures lectures de 2023 puisque c'est ce qui nous intéresse quand même dans cette vidéo. J'ai divisé les livres en deux catégories. La première dont on va parler tout de suite, c'est mes meilleures relectures. Comme dit, j'ai fait quelques relectures et de très bonnes relectures de livres qui font partie de mes livres préférés, ou des livres que j'avais adorés par le passé. Ça faisait des années que je les avais pas relus et là je les ai relus et ça a été vraiment voilà, d'excellentes lectures, donc on va en parler. Et ensuite une deuxième catégorie de livres qui sont vraiment de pure découverte, la première fois que je les lisais en 2023 et qui font partie du coup maintenant de mes meilleures lectures de cette année, voire de mes meilleures lectures de toujours, tout court, voilà. Du coup on commence tout de suite par les relectures. Et la première relecture, coup de cœur, ça a été évidemment Ada ou l'Ardeur de Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov, à ce stade, je pense vous le savez, c'est un de mes auteurs préférés. Ada ou l'Ardeur, c'est un de mes livres préférés, avec Lolita qui bien sûr le surpasse, c'est mon livre préféré, Lolita. Mais j'ai relu Ada ou l'Ardeur dans le cadre de la lecture commune que j'avais organisée pour les membres de la chaîne cet été. J'ai été très contente de faire cette lecture commune qui a pourtant été extrêmement exigeante, que ce soit dans le cadre de la relecture, puisque c'est un livre extrêmement exigeant, que dans le cadre de la préparation du contenu. Mais ça a été voilà, beaucoup de travail et très exigeant, et en même temps un régal, parce que Vladimir Nabokov dans Ada ou l'Ardeur nous régale en termes littéraires. C'est vraiment un puissant fond de prouesse stylistique, de jeu narratif, de construction de l'environnement des personnages qui est extrêmement maîtrisé. C'est le chef-d'œuvre de Nabokov et c'est pas pour rien. Vraiment, si vous avez aimé Lolita, lisez Ada ou l'Ardeur, qui est encore une fois sur un sujet qui peut apparaître sulfureux, puisque c'est l'histoire d'amour entre un frère et une sœur, entre Ada et Van, donc une histoire d'amour incestueuse, même si ce n'est pas que ça, c'est bien plus que ça, et ce n'est pas vraiment ça en fait non plus. On est beaucoup dans le symbolique dans Ada ou l'Ardeur. C'est surtout un livre c'est un peu une ode à la littérature et aux mots, à la langue. Nabokov ici travaille beaucoup l'écriture qui est éblouissante,
que ce soit dans la maîtrise stylistique ou dans ce qu'elle peut nous faire vivre dans l'histoire. Les thématiques, que ce soit voilà, cet amour de l'enfance, de la liberté, avec cette construction de la transgression, vraiment c'est incroyable. C'est aussi un musée ce livre parce qu'il y a énormément de références, que ce soit picturales ou littéraires ou même d'œuvres musicales. Sans que ça fasse effet annuaire, pas du tout, c'est très bien intégré, c'est subtil, enfin bref, c'est incroyable. Je vais pas vous refaire tout ce que j'ai pu dire dans les lectures communes, si ça vous intéresse, les live vidéos sont disponibles sur la chaîne pour les membres. Mais vraiment, Ada Hollarder, chef-d'œuvre de la littérature, incroyable. Comme je vous l'ai dit, très exigeant, donc vous pouvez le lire en français, mais même en français ça reste un livre qui est déjà long et qui est voilà, exigeant, qui demande beaucoup d'investissement. Si vous lisez en anglais, c'est uniquement si vous avez un très bon niveau d'anglais, parce que sinon vous allez décrocher très rapidement. Mais vraiment, quand on laisse la chance au livre, on découvre un chef-d'œuvre. Donc Ada Hollarder, incroyable. Ensuite, j'ai relu, cette fois en français, parce que je l'avais lu pour la première fois en anglais, Le Dernier Homme de Mary Shelley. Là, ça plaira pas à tout le monde, mais moi j'ai encore plus apprécié cette relecture que ma première lecture. C'est un long livre dans lequel on est vraiment plongé dans une espèce d'épopée. C'est un mélange entre ce qu'elle peut faire d'habitude à Mary Shelley, c'est-à-dire du romantisme pur, avec un aspect un peu science-fiction fantastique. Dans ce livre, on est sur les mémoires écrites d'un homme qui vit dans une Angleterre futuriste. Alors on est dans les années 2100 ou 2200, je crois, quelque chose comme ça. Même si en fait cette Angleterre du futur elle ressemble très 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 fortement à l'Angleterre du 18e. Donc l'aspect fantastique, enfin science-fiction est très très peu exploité. On est juste dans le futur avec une épidémie de peste qui est en train de ravager d'abord le pays puis l'Europe. Et cet homme, on l'apprend très rapidement, va voir sa famille, sa population, l'Europe être décimée par la maladie et finir par être le dernier homme sur Terre, en tout cas il le croit. Et donc il va revenir sur ces événements et nous écrire ses mémoires. C'est vraiment un livre qui mélange le romantisme, la science-fiction, l'historique. Le roman historique d'ailleurs ça commence un petit peu comme un roman historique, donc vous pouvez peut-être être un petit peu rebuté si vous n'aimez pas trop ça. On y parle des histoires de cour, on apprend l'histoire de famille de nos personnages, etc. Il y a une histoire de vengeance, il y a des histoires de fraternité, enfin bon. Et puis il y a cet aspect fantastique et ensuite romantique sur l'errance du personnage, sur la solitude, sur la mort. Il y a pas mal de passages d'introspection, c'est assez lourd comme ambiance, triste. Bref, on ressort de ce livre en ayant vécu une vie. Si vous aimez les lectures romantiques, si vous aimez les longues épopées où on a l'impression d'avoir vécu une vie en sortant du livre, si vous aimez les histoires d'introspection liées à la nature humaine aussi, à la vie, à la mort, etc. Ça va vous plaire. En tout cas, moi j'ai aimé être dans cette lecture et c'est une lecture qui m'est restée dans la tête tout au long de l'année une fois que je l'ai eu relu. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Le Dernier Homme de Mary Shelley. Autre relecture, mais alors là je sais pas combien de fois je l'ai relu, c'est Le Pavillon d'Or de Yukio Mishima. Je l'avais mis au club de lecture du mois de janvier je crois, vous voyez tous les post-it. Un de mes livres préférés, à chaque fois que je le relis, c'est une nouvelle claque. C'est un des meilleurs livres qu'a pu écrire Mishima avec Confession d'un masque, c'est vraiment un de ses plus réussis et c'est un petit peu la concentration de tout ce que fait, de tout ce que peut être Mishima et tout ce que peut être la littérature de Mishima. On a des réflexions sur la beauté, sur la destruction, on a des réflexions philosophiques. C'est un livre qui mélange aussi la narration de notre personnage qui est un moine apprenti qui va faire son apprentissage au pavillon d'or et il va nouer une relation très particulière avec ce pavillon jusqu'à ce qu'il en devienne fou et qu'il y mette le feu, qu'il le détruise. C'est une histoire inspirée d'un fait divers réel qui s'est réellement passé au Japon dans les années 50 je crois, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a une construction de ce personnage avec sa psychologie qui est bien creusée, avec une belle narration, et puis en même temps on a des passages un peu plus philosophiques ou métaphysiques comme vous voulez sur les réflexions de Mishima autour de la mort, de la beauté, de la destruction. Bref, j'ai beaucoup aimé. Évidemment cette année, si vous participez au Lisons les Rongomakar, on a relu ou lu Germinal de Zola. C'était ma deuxième lecture de ce livre et j'ai adoré, j'ai toujours autant d'émotions, je trouve que c'est un des Zola les mieux maîtrisés, bon c'est aussi un des plus connus, les plus étudiés, c'est pas pour rien. Je me souvenais pas
qui avait autant d'action, autant de rebondissements. Je sais pas pourquoi j'ai imaginé quelque chose de plus calme, ce qui peut paraître un peu paradoxal puisque Germinal on a quand même cette idée de révolte, de grève et de catastrophe, mais bon bref. C'est très long mais on sent pas le... Pour moi il n'y a pas de longueur, on sent pas... Oui, on sent pas la longueur du livre. Si vous n'avez toujours pas lu les Germinal, foncez, c'est un classique, un énorme classique, un chef-d'œuvre pour une raison, donc vraiment excellent livre. Et enfin, il n'y a pas très longtemps, j'ai relu Léo de Hurlevent, Wuthering Heights, que j'ai mis au programme du club de lecture en novembre. Un de mes livres préférés là aussi, mais que j'avais pas relu depuis des années. J'avais un petit peu peur de le relire, et en fait, j'ai autant apprécié ma lecture que quand je l'ai lu il y a des années. Une belle histoire de vengeance, une belle histoire gothique avec des personnages qu'on adore détester, des personnages torturés, des anti-héros qui sont pas du tout sympathiques et qui pourtant ont réussi à faire vivre ce roman à travers les décennies et les siècles. Donc ça c'est quand même assez fort de l'autrice d'avoir réussi à construire des personnages aussi antipathiques qui pourtant nous marquent et qui font partie, moi je trouve, de mes personnages préférés, en tout cas dans leur construction et dans ce qu'ils véhiculent. J'adore l'ambiance, j'adore les thématiques, j'adore les personnages, vraiment. Wuthering Heights, pareil, si vous ne l'avez toujours pas lu, foncez, même si c'est un livre qui est assez clivant. Il y a des gens, il y a des personnes qui détestent, il y a des personnes qui adorent. Je pense que si vous n'arrivez pas à passer au-delà de votre antipathie pour les personnages, vous aurez du mal à apprécier cette lecture, donc voilà. Mais en tout cas moi j'adore. Et donc maintenant on parle de mes meilleures lectures de cette année, des livres que j'ai découverts pour la première fois cette année et qui ont été soit d'énormes coups de cœur, soit d'excellentes lectures. Donc on commence tout de suite avec une lecture que j'ai faite en tout début d'année. Il s'agit de La mélancolie de la résistance de László Krasznaorkai. Désolée pour la prononciation, c'est un auteur hongrois que j'avais envie de découvrir depuis un moment et c'est chose faite avec ce livre qui a été vraiment une excellente surprise. C'est un livre dont j'ai déjà parlé, de toute façon c'est des livres dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, hein, donc si vous voulez des avis un peu plus approfondis, n'hésitez pas à aller explorer la chaîne pour voir où est-ce que j'en parle. Mais La mélancolie de la résistance, on est donc en Hongrie, dans une ville qui se situe juste avant en fait un bouleversement politique, avant une catastrophe. On sent qu'il y a une menace qui plane tout au long du livre, c'est assez... Il y a une tension, c'est un peu anxiogène, c'est très bien fait, c'est un livre qui a une narration et la construction du récit qui est assez originale et particulière, qui est galopante, qui s'enchaîne et qui mélange les pensées des personnages avec les événements. Bref, j'ai trouvé la narration, le style vraiment très très intéressant et j'ai beaucoup aimé. L'atmosphère et l'ambiance très très bien construite parce qu'en plus de toute cette tension dans ce contexte politique particulier, où on va suivre des personnages lambda en fait dans leur quotidien et comment monsieur et madame tout le monde vivent ces inquiétudes, ces bouleversements, etc. Il y a un étrange cirque, un énorme cirque qui promet d'exposer une baleine qui déambule de ville en ville et qui recèle plein de mystères et qui suscite pas mal d'interrogations. Bref, l'ambiance incroyable, la narration très bien faite, la construction, enfin tout très bien maîtrisé, excellente surprise. J'ai vraiment envie de lire d'autres livres de cet auteur. J'ai beaucoup aimé La mélancolie de la résistance, vraiment très très bonne lecture. Ensuite, alors là, lecture bonbon, lecture juste plaisir pur et simple, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est Naïma de Vera Krianovskaya, qui est une autrice ukrainienne. Là, ça a été vraiment juste du pur plaisir de tout ce que j'aime, c'est cliché, ça n'a rien d'original, ça reprend tous les récits fantastiques un peu gothiques du 19e, avec ces questions de combat entre le bien et le mal, de sorcellerie. On suit une femme, Naïma, qui est une aristocrate qui vit sa vie tranquillement en Allemagne, qui est promise à l'homme qu'elle aime. Le mariage va se passer, donc a priori tout se passe bien, et puis la veille du mariage, elle va être trahie par quelqu'un qui va empêcher le mariage, qui va l'accuser d'être une sorcière. Elle va être emprisonnée pour sorcellerie et condamnée au bûcher. Et puis c'est vraiment le tout début, hein, la veille du bûcher, en fait il y a le diable qui lui apparaît, qui lui propose un pacte qu'elle va accepter, et c'est l'histoire du coup de ce pacte avec le diable. Donc histoire très classique, personnage classique, thématique classique, vraiment kitsch, mais alors c'est tout ce que j'aime et ça a été, je trouve, hyper bien fait. Ça m'a vraiment fait penser en plus avec un esthétique très fort, très coloré de tout ce qu'on peut connaître en pop art un petit peu des années 70-80, enfin vraiment une petite pépite. Si vous aimez le kitsch et le fantastique de cette époque avec
Bah, tout ce que je viens de vous dire, vraiment vous allez aimer Naïma, mais c'est pas pour tout le monde et je pense que certaines personnes vont le lire et ça va leur tomber des mains parce que c'est peut-être beaucoup trop cliché, mais moi ça a été un régal, vraiment un pur moment de plaisir de lecture. Ensuite, j'ai lu dans le cadre de la lecture commune organisée par Antastasia, Victoire la Rouge de Georges Perbrune, qui est une autrice du 19e oubliée. Antastasia a fait une merveilleuse vidéo sur cette autrice que je vous encourage à aller la voir si vous ne l'avez toujours pas vue, mais je pense que c'est fait. Et donc Victoire la Rouge, incroyable. Incroyable, une écriture flamboyante, un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, cette Victoire la Rouge, qui est une femme, une orpheline du peuple qui va être exploitée, qui va passer de ferme en ferme, qui va connaître beaucoup de malheurs. Il y a des scènes fortes avec des thématiques fortes dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui puisque ça vous gâcherait, enfin ça vous spoilerait un petit peu la lecture. Tout est excellent là, donc que ce soit les personnages, le contexte, les propos, l'écriture, vraiment. En plus ça se lit à une vitesse incroyable, presque d'un souffle, parce que c'est un peu aussi le souffle de vie comme ça dont il s'agit aussi dans ce livre. Georges Perbrune, c'est certain, je vais la relire en 2024, c'est prévu, parce que vraiment si tous les autres écrits sont à la hauteur de Victoire la Rouge, ça va être excellent, donc vraiment si vous ne l'avez toujours pas lu, lisez-la. Ensuite, un livre que j'ai quand même hésité à mettre dans ce top, mais en fait, non, c'est assez évident, c'est Ri de Sutong, qui est un auteur chinois que vous connaissez peut-être pour avoir écrit Épouse et concubine, qui est un court roman qui a été adapté en film. Moi, j'ai pas vu le film, j'ai jamais lu Sutong, c'est le premier livre que je lis de lui. Très très bizarre comme lecture, très étrange. En fait, au moment de ma lecture, je suis passée par tellement d'émotions contradictoires et pas forcément toujours agréables, et c'est pour ça que j'ai hésité à le mettre dans ce top, mais en fait c'est une lecture qui m'a beaucoup marquée, à laquelle je pense souvent, qui a été très particulière et donc qui mérite d'être dans cette vidéo. Là aussi, attention, c'est pas un livre qui plaira à tout le monde, si vous êtes sensible, ne lisez pas ce livre. Il y a beaucoup de violence, notamment envers les femmes. C'est une histoire de vengeance. Là aussi, on suit un personnage qui va fuir son village natal parce qu'il y a la famine et il va aller en ville en espérant se trouver à manger, de quoi travailler et gagner sa vie. Quand il arrive en ville, il va subir quelque chose, voilà, je vous dirai pas quoi, et il va du coup décider tout le long du roman de se venger déjà de sa classe sociale qui l'a condamné à la famine, de se venger de ce qu'il a subi, et qui va utiliser pour ça la famille dans laquelle il va être recueilli et embauché, et qui est une famille qui tient un magasin de riz. Toute l'histoire tourne autour de personnages qui sont tous viciés d'une manière ou d'une autre, qui sont tous extrêmement violents, qui sont autodestructeurs et qui vont se détruire aussi entre eux. Corrompus vraiment, enfin bref, ils ont toutes les qualités du monde, et l'histoire va tourner aussi autour du riz, qui va avoir son importance, que ce soit dans le cadre du contexte social, dans le contexte aussi de la psychologie de notre personnage, qui a des fantasmes très particuliers, des fantasmes sexuels très particuliers, voilà, enfin je vous en dis pas plus parce que j'en ai parlé aussi dans une vidéo un peu plus longuement, mais très étonnant, surprenant, comme dit, il y a des sentiments très, très mitigés et très ambivalent pendant cette lecture, mais très marquante. En tout cas, c'est vraiment une de mes lectures les plus marquantes de 2023, donc c'est pour ça que ce livre figure dans cette vidéo. Ensuite, je l'ai oublié, il y a Les Fils de la Médina de Naguib Mahfouz, qui est une réécriture. Je sais pas si on peut vraiment parler de réécriture. En tout cas, des récits, un récit qui s'inspire en fait des grands mythes de la religion, des grands personnages de la religion, notamment Jésus ou Moïse par exemple. À travers l'histoire d'une ville et d'une famille. J'ai trouvé que c'est un livre qui est long et pourtant là aussi on sent pas les longueurs, ça passe tout seul, il y a une grande maîtrise dans l'écriture de Naguib Mahfouz qui arrive à lier en fait l'histoire de nos personnages qui restent des humains, des hommes comme nous de tous les jours avec leurs préoccupations humaines, et en même temps d'avoir réussi, superposé à tout ça, de mettre de conserver cette ampleur de mythes religieux, un petit peu de grands contes religieux, spirituels. Je trouve d'avoir réussi à lier les deux de manière naturelle, ça ne se sent pas dans l'écriture est fluide. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était une grande maîtrise stylistique.
avec de passages extrêmement intéressants, une peinture de ces personnages religieux qui satisferont pas tout le monde, qui m'ont pas toujours satisfaite non plus d'ailleurs, mais vraiment ça a été une excellente lecture, extrêmement maîtrisée et intelligente et brillante, enfin vraiment un très bon livre. Également, une de mes meilleures lectures et une de mes meilleures découvertes de cette année, ça a été Le Calvaire des femmes suivi des réprouvés de Marie-Louise Gagneur, une autrice là aussi au milieu du 19e que je vais relire l'année prochaine, ça c'est certain. Le Calvaire des femmes, ça a été une claque. Si vous aimez les romans sociaux, les romans naturalistes du 19e, un petit peu à la Zola, vous allez aimer Le Calvaire des femmes, qui reprend vraiment ce qu'on peut trouver dans l'Assommoir, avec la condition ouvrière, l'alcoolisme, mais du point de vue uniquement des femmes, de toutes les injustices, les inégalités, les discriminations, le sexisme et la double peine en fait que peuvent connaître les ouvrières, parce que déjà elles sont ouvrières, mais aussi parce qu'elles sont femmes. Marie-Louise Gagnère, elle arrive justement à faire ce propos, à tenir ce propos de l'injustice sociale et de l'injustice aussi liée au sexe. Et donc c'est un roman qui est à la fois voilà, naturaliste, réaliste, comme on peut en avoir en 19e, mais en même temps assez documenté et avec un propos fort qui est politique du coup. Donc vraiment Le Calvaire des femmes, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le propos, j'ai adoré, enfin bref, tout, c'était vraiment très très bien. Ensuite j'ai beaucoup aimé Les Demi-sexes de Jeanne de La Vaudère. Là on est sur une œuvre fin de siècle, fin 19e, quelque chose de beaucoup plus fin de siècle et puis symboliste. Assez transgressiste, en tout cas au début on suit une jeune femme qui ne veut pas avoir d'enfant et qui veut une stérilisation en fait pour s'assurer qu'elle n'aura pas d'enfant, donc c'est un sujet qui est assez polémique encore aujourd'hui, donc ça traite de ce sujet là mais pas que. Le style était très beau, la thématique intéressante, c'était surprenant, la fin très belle, incroyable. C'est court, c'était... Bref, j'ai vraiment été agréablement surprise par cette lecture, donc Les Demi-sexes de Jeanne de La Vaudère, j'ai beaucoup aimé. On arrive presque au bout, je vais mettre L'Abvona d'Otessa Moshfegh, à ma grande surprise, je ne m'attendais pas à aimer autant ce livre, mais en fait pareil, c'est un livre qui me reste à l'esprit, c'est un des livres qui m'a le plus marqué cette année. L'Abvona, c'est vraiment un voyage littéraire, une expérience très particulière. Là aussi c'est un livre qui plaira pas à tout le monde, c'est dégueulasse, vraiment il n'y a pas d'autre mot, c'est un livre qui est dégueu. On est dans une ambiance moyenâgeuse, c'est dans un pays, une époque qui est pas très bien définie, mais voilà, c'est une ambiance moyenâgeuse. C'est cracra, c'est vraiment le Moyen-Âge cracra, mais c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est bien construit. Je trouve que l'autrice a vraiment réussi à créer un monde littéraire à part. Avec une profondeur dans l'écriture, puisqu'on est à la fois dans la tête des personnages, mais en même temps il y a un propos un peu plus élevé que ça. Enfin voilà, je trouvais là aussi que c'était bien construit, donc très bonne surprise. L'Abvona d'Otessa Moshfegh, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, une lecture que je viens de terminer, c'est Les Matins de Jénine de Suzanne Aboulawa, que j'ai lu dans le cadre de l'hiver palestinien, donc c'est une autrice palestinienne. Et ce livre a été justement une de mes meilleures lectures de cette année, parce que ça a été une claque émotionnelle. Ça a été là aussi un voyage sur plusieurs années, sur plusieurs générations. On suit plusieurs personnages sur 3 générations, des années 40, enfin même début des années 40 jusqu'à nos jours en Palestine, et on va suivre toute la catastrophe et la tragédie qu'ont connu les Palestiniens avec la colonisation d'Israël, avec tous les massacres d'Israël, avec le génocide actuel, avec tout ce qu'ont subi les Palestiniens, avec l'obligation de fuir leur propre terre, leur propre pays, leur propre maison, d'aller dans les camps de réfugiés, d'aller à l'étranger, etc. Donc il y a un aspect historique très fort qui est très bien documenté, et en même temps on est avec nos personnages, on est très ancré dans l'émotionnel, dans le quotidien, dans la psychologie des personnages, sur cette famille et sur ces générations et sur ce qu'elles ont vécu. Il y a des liens entre les personnages qui ont été très bien tissés, qui sont forts. J'ai pleuré vraiment de chaudes larmes à plusieurs reprises. Ça m'a fait penser, alors toute proportion gardée et de manière assez différente, parce qu'on ne retrouve pas le même style, mais un petit peu à ce que j'ai pu ressentir en tout cas dans ma lecture de Brothers de Yu Hua, avec ce long récit familial sur plusieurs décennies, avec des émotions, des liens très bien tissés, et en même temps tout cet aspect politique derrière qui prend une part importante. C'est un petit peu ce qu'on a ici, mais dans le contexte du coup de la Palestine. Vraiment, je relirai cette autrice. Les Matins de Jénine, ça a été incroyable. Je vous recommande. Alors préparez-vous
avoir de forts moments d'émotion. C'est une lecture qui est difficile parce que la réalité de ce que vivent et ce qu'ont vécu les Palestiniens est affreuse. D'autant plus que lire ce livre dans le contexte actuel du génocide, c'est encore plus difficile, mais c'est important aussi de toujours se rappeler ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer, et donc de ne pas fermer les yeux et aussi d'affronter ce que peut être cette réalité. Donc voilà. Et on finit avec mes meilleures lectures de cette année. Alors autant il n'y avait pas de classement dans tout ce que je vous ai présenté, c'était vraiment ça venait comme ça, il n'y a jamais de classement dans ce que je présente, mais là vraiment c'est ma meilleure lecture, pas uniquement de cette année, mais je vais vous présenter une autrice et j'ai lu 2 de ses livres et il y en a un qui fait vraiment partie maintenant de mes lectures préférées de tous les temps, que je place même juste en dessous de Lolita pour vous dire. Voilà, ça a été incroyable, c'est Elsa Triolet. Je ne remercierai jamais assez Anastasia de nous avoir fait découvrir cette autrice, en tout cas redécouvrir cette autrice. J'ai lu premièrement 1000 regrets, qui est un recueil des nouvelles que j'ai adoré, notamment la nouvelle qui donne le titre au recueil. Donc 1000 regrets, déjà ça a été une claque incroyable, mais alors le cheval blanc, je pourrais même pas réussir à vous parler correctement de ce livre. J'en ai parlé dans mon bilan de cet été où je vous parlais des 8 autrices que j'ai lues cet été, j'en parle un peu plus longuement je crois. Vous savez que c'est difficile de parler des livres qui nous remuent, des livres qui nous parlent directement, des livres qui font écho en nous, en ce qu'on est, en ce qu'on pense. D'autant plus que le cheval blanc, ça reste la vie d'un personnage, Michel, et qu'il n'y a pas vraiment d'action, c'est quelque chose qui est dans les pensées, dans les attitudes, dans les ambitions, dans les tragédies du personnage, et donc c'est difficile d'en parler. Construction du personnage, de Michel qui est là aussi, qui peut paraître être un personnage parfois antipathique, en tout cas qui est pas le héros comme on le présente souvent, qui fait des choses qu'on pourrait réprouver, en même temps c'est ce qui fait tout le crédit de ce personnage, et le propos du livre que je vous laisserai découvrir qui est éblouissant. Enfin bref, j'en parle très mal, mais bon. Vraiment lisez Elsa Triolet, et que ce soit 1000 regrets, que ce soit le cheval blanc au dos de ses œuvres, mais vraiment le cheval blanc ça a été une claque, ça fait partie de mes livres préférés, comme je vous ai dit, juste en dessous de Lolita, donc c'est dire vraiment à quel point il m'a marqué, il m'a remué, voilà. Donc je relirai aussi Elsa Triolet l'année prochaine, c'est certain. Voilà, ça clôture cette vidéo de mes meilleures lectures de 2023, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, 2 choses, premièrement, dites-moi vous, quelles ont été vos meilleures lectures de 2023, donc j'attends en commentaire vos petits classements, votre petite liste. Et deuxième chose, dites-moi si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Et voilà, écoutez, je vous laisse ici, je pense que la vidéo est assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et à commenter, ça me fait vraiment plaisir de vous lire en commentaire. On se retrouve très prochainement pour parler cette fois-ci des déceptions de 2023, parce qu'il y en a eu, et il y en a eu des grosses. Donc voilà, écoutez, en attendant, je vous laisse ici, et en attendant, je vous souhaite de faire de très belles lectures.